aussi j'ai une question. Qui a déjà vu sur vidéo ou assisté à une intervention de ma part? J'ai assez envie de passer directement aux questions. Qui n'a jamais vu? J'ai le droit de passer directement aux questions ou pas? Bon, je vais passer directement aux questions, c'est pas la peine que je répète. Pour les autres, je vous le fais en 15 secondes, on va tous mourir, pas tout de suite. Voilà, donc je vous propose de passer directement aux questions. Qui veut poser la deuxième question? Qu'est-ce qui fait le maître des questions ici? C'est moi ou... Non, bon bah... Alors moi j'ai une requête. La prochaine fois, filez la place à quelqu'un d'autre. Voilà. Ou alors on rebouleverse le programme, mais sinon filez la place à quelqu'un d'autre. Oui. Alors, effectivement, j'ai déjà vu plusieurs de vos vidéos et je comprends la problématique. Mais il y a une question à laquelle j'ai du mal à répondre quand on m'interroge. Je crois que ça sera mieux en tournant le micro dans le sens. J'ai un peu du mal, effectivement, à répondre aux sceptiques qui nous disent que par le passé, il y a eu des réchauffements brutaux qu'on ne peut pas expliquer, comme en Égypte ancienne ou des périodes comme celle-ci. Alors, je ne vais pas nécessairement vous expliquer tous les réchauffements passés, mais je vais vous expliquer les climato-sceptiques. Il y a le climato-scepticisme relève d'une seule motivation qui est de refuser le problème parce qu'on a bien conscience du fait que la solution va être contraignante. Ou que de refuser le problème amène en soi des avantages. Alors, les quelques catégories de climato-sceptiques que je connais sont les suivantes. Alors, il y en a une qui est assez peu présente en France, mais qui est très puissante aux États-Unis, qui sont les gens très croyants, qui disent « la marche du monde, c'est l'affaire de Dieu, nous, on ne peut pas toucher au monde ». Donc, penser qu'on pourrait modifier quoi que ce soit dans l'environnement, c'est une prétention absolument insupportable, donc c'est pas possible. Il y a une deuxième catégorie de climato-sceptiques qui appartient au milieu scientifique, qui sont les scientifiques qui n'arrivent pas à se faire un nom ou qui n'arrivent pas à se faire une notoriété sur leur champ de recherche propre et qui du coup considèrent que c'est plus important d'être notoire en racontant des conneries devant un micro plutôt que de rester inconnu dans leur domaine. Une variante de ça pouvant être des gens connus dans leur domaine, voulant être connus partout, et donc si on ne leur demande pas leur avis sur tout et tout le temps, ils font un caca nerveux et à ce moment ils deviennent aussi climato-sceptiques. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques. Alors, toutes les catégories que je suis en train d'évoquer résistent à toute avancée scientifique, puisque leur motivation n'a rien à voir avec la science. Il y a une troisième catégorie de climato-sceptiques qui sont les gens qui, dans le monde économique, n'ont pas envie de la contrainte qui pourrait naître de l'acceptation du problème. Alors, on les appelle comme on veut. Des fois, on dit c'est des ultralibéraux, des fois, c'est des gens qui vendent du charbon, des fois, enfin, en gros, c'est une motivation qui est de cet ordre-là. Et enfin, il y a une autre catégorie de climato-sceptiques qui sont les vieux dirigeants retraités, toujours pour des questions d'ego, parce que accepter le fait qu'il y a un gros problème qu'ils n'avaient pas vu du temps de leur carrière et auquel maintenant ils ne peuvent plus rien faire. C'est-à-dire qu'en gros, on leur dit quelqu'un a fabriqué des voitures toute sa vie, il pense qu'il a été un grand bienfaiteur de la population puisqu'il nous a amené la mobilité pour pas cher, et on lui dit à la fin de sa vie, alors qu'il ne peut plus rien faire parce qu'il est à la retraite, et Coco, il y a un truc que tu n'as pas vu, c'est que tu as aussi contribué à tel problème qui aujourd'hui nous emmerde et dont on ne sait pas quoi faire. Et alors du coup, le réflexe chez ces gens-là est de se dire non quand même, je n'ai pas pu passer à côté d'un truc aussi important que ça, c'est juste pas possible. Donc je dis que le truc c'est juste n'importe quoi. Voilà, donc la Terre se sera réchauffée de 4 degrés, que toutes ces catégories climato-sceptiques existeront toujours. Ça n'a rien à voir ni avec la réalité du dossier scientifique, ni avec... voilà. Et donc, penser qu'on va convaincre un climato-sceptique en le battant sur le terrain de la science, c'est se tromper de combat. Il vous trouvera autre chose derrière, et encore autre chose, et encore autre chose, et encore autre chose. Alors, c'est pas inutile de lui répondre quand vous avez une audience qui, par ailleurs, est une audience agnostique. Parce que l'audience agnostique, elle reçoit l'argument climato-sceptique, elle se dit, ah bah peut-être c'est peut-être fondé ce truc-là. Peut-être qu'effectivement, on crevait de chaud dans l'Égypte ancienne, qu'il faisait 45 degrés à l'ombre, et que, voilà. Donc il faut être capable d'y répondre, mais pour les gens qui regardent, pas pour la personne qui vous a posé la question, enfin, ou qui vous a fait l'objection, qui de toute façon ne changera pas d'avis.
dernière question pour les personnes... Ah non, c'est une question par personne. Très succincte, c'est juste une extension de ce que vous dites. La catégorie des personnes qui pensent que le climat a toujours changé et que la principale préoccupation, ce serait la biodiversité, tout ce qu'on est en train de détruire, plutôt que le climat qui de toute façon changera. Oui, ça n'a pas beaucoup. Enfin, pour moi, il y a une pondération des inconvénients qui est un truc qui est toujours discutable. Si je vous dis, vous avez un problème à la cervelle et que vous me dites, non, mais je vais d'abord m'occuper au problème du foie, ou peut-être pas. Enfin, bon, ouais, donc, on a en fait plusieurs problèmes sur les bras en même temps. C'est plutôt comme ça qu'il faut prendre la chose. Je ne sais pas dans quel ordre les bras se sont levés. Un là-bas, un là et un là. Allez, bonne heure aux dames. C'est une vaste question, mais si on part de l'idée qu'il faudrait examiner tous nos besoins, selon quelle approche, comment est-ce que vous déterminez quels besoins sont essentiels et lesquels ne sont pas? Moi, je ne le détermine pas. Le mot besoin aujourd'hui est un mot qui est assez fallacieux, parce qu'en fait, il agrège des vrais besoins, genre respirer, boire, manger, dormir. Si on vous prive de ce genre de choses, votre espérance de vie ne va pas être très longue. Et ce qui n'est que des désirs solvables. Par exemple, avoir une chambre à coucher par enfant, c'est un désir solvable, c'est pas un besoin. On survit très bien sans ça. Du reste, l'espèce humaine a survécu l'essentiel du temps sans ça. Avoir une voiture pour aller à son boulot qui est à 10 km, c'est pas un besoin, c'est un désir solvable. Vous pouvez vous lever une demi-heure plus tôt ou une heure plus tôt et aller à pied. Du reste, les gens l'ont fait pendant un moment. Donc c'est très difficile dans le débat sur les besoins de faire la différence entre ce qu'on considère, parce qu'il y a quelque chose qui va vraiment vous tuer si vous n'y avez pas accès, quelque chose qui relève de l'inconfort et quelque chose qui relève du superflu. C'est d'autant plus difficile du coup de s'accorder. Donc c'est un mot qui n'a pas de définition normative, c'est ce que je suis en train de vous dire. Donc à partir du moment où on essaye de se mettre d'accord sur une discussion sur les besoins de façon générale, de toute façon vous n'en sortirez jamais. Vous n'en sortirez jamais. Ce qu'il faut, c'est prendre les problèmes un par un. Et dans les problèmes pris un par un, il faut essayer d'établir une préférence. Donc par exemple, en ce qui concerne se déplacer, est-ce que c'est plus important si on doit assurer l'une des deux choses suivantes, d'assurer d'abord la mobilité du quotidien ou d'abord la mobilité longue distance? Voilà. Qui est légitime pour déterminer ça, selon vous? Ah, il n'y a qu'un seul moyen, c'est une préférence collective. C'est-à-dire à partir du moment, si les gens vous disent je préfère marcher à pied toute l'année et avoir droit de prendre une voiture une fois dans l'année pour partir en vacances, plutôt que faire l'inverse, c'est-à-dire avoir ma voiture toute l'année et partir en train, enfin, là on tombe typiquement dans la préférence collective. D'accord? Donc à partir du moment où il n'y a pas de définition normative, de toute façon vous vous retrouvez en général avec une définition de fait par la préférence collective. Et si la préférence collective n'est pas compatible avec la sobriété? Alors là, c'est une question un peu différente. Ça veut dire que la contrainte, elle, vous pouvez lui donner une définition normative, ce qui est très différent. Donc le besoin, pas nécessairement. Par contre, la contrainte, oui. Et du reste, pour rebondir sur la question qui a été posée juste avant sur la biodiversité, une des raisons pour lesquelles le climat est monté très haut dans les préoccupations, j'ai envie de dire, affichées, et dans les problèmes dont certains s'occupent à petite vitesse, c'est parce qu'il a l'énorme avantage par rapport à la biodiversité d'avoir une définition normative assez simple. Il y a une quantité totale de CO2 qu'il ne faut pas dépasser dans l'atmosphère si on ne veut pas dépasser tel type d'élévation de température, enfin telle élévation de température. Les émissions sont totalement fongibles parce que en fait, la durée de résidence du CO2 dans l'atmosphère est tellement longue. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu une de mes conférences, il faut attendre plus de 10 000 ans pour évacuer un surplus de CO2 qu'on a créé dans l'atmosphère. Voilà, donc ça vous donne une petite idée du côté irréversible du problème. Donc pour l'évacuer en totalité. Au bout d'un siècle, on en a évacué la moitié. Mais le temps est tellement long que en fait, le lieu d'émission n'a aucune importance. Donc vous avez une unité totalement fongible sur Terre et vous pouvez comparer les émissions d'un Brésilien et d'un Chinois. Avec la biodiversité, la salamandre du Brésil et le panda, je ne sais pas trop comment comparer ça. Est-ce que vous les comparez au poids, à la longueur de l'ADN, enfin, indémerdable.
Donc la raison pour laquelle on s'est beaucoup occupé de ce problème-là, c'est notamment, pas seulement, c'est aussi un problème important, mais c'est notamment parce qu'on a une capacité à le gérer en face, qu'on n'a pas nécessairement avec d'autres problèmes d'environnement qui sont importants, mais pour lesquels la métrique, la tonne équivalent grenouille jaune, on ne l'a pas encore trouvé. Donc pour la contrainte, ça c'est beaucoup plus facile de faire partager la contrainte. Du reste, la raison pour laquelle je suis passé aux questions, c'est parce que d'habitude je fais une intervention pour expliquer ce que c'est que la contrainte, et donc vous l'avez déjà tous vu, on va zapper cette partie-là. Mais ça, il y a une définition normative. Du coup, on a cette contrainte physique qui impose des limites objectives, puis après on a les besoins essentiels que vous avez mentionnés, s'alimenter, dormir, etc. Mais après, comment est-ce qu'on fait pour déterminer les besoins solvables? Je vous dis, c'est par la préférence collective, il n'y a pas d'autre moyen. Si les gens préfèrent avoir moins de voitures et plus de beefsteak, pourquoi pas, versus moins de beefsteak et plus de voitures. En fait. Et concrètement, comment vous voyez la chose en termes de il y a une expérience qui a été menée il n'y a pas très longtemps, que j'ai trouvée assez intéressante, qui est la Convention citoyenne pour le climat. Alors pour moi, elle est doublement intéressante, elle est intéressante sur deux points. Elle est intéressante sur un premier point, c'est que quelle que soit la pertinence des mesures proposées, parce qu'il y a certaines mesures qui ne sont pas chiffrées, d'autres dont on peut se dire c'est anecdotique dans le problème à résoudre, etc. Il y a un point quand même qui est commun globalement à l'ensemble de ce qui a été proposé, c'est que c'est des positions beaucoup plus radicales que ce à quoi l'ensemble de la population est aujourd'hui, considère aujourd'hui comme légitime de faire. Et donc le gros enseignement de cette expérience, c'est que quand les gens ont le temps d'être confrontés à la description du problème, ils changent d'avis sur leurs préférences. Donc comment est-ce qu'on change les préférences collectives? Il y a une première manière de les changer, c'est d'inclure une compréhension d'un problème qu'on n'avait pas avant. C'est un gros... Voilà. Après, vous empêcherez pas les vieux de ne pas avoir exactement les envies des jeunes, les femmes les envies des hommes, les Bretons les envies des Savoyards, enfin c'est la vie, quoi, c'est comme ça. Et les urbains les envies des ruraux. Donc il y a un moment, on essaye de... Mais ce qui est important, c'est qu'on arrive à ce que la collectivité, effectivement, intègre quelque chose qui est une contrainte qui s'impose à tous dans l'expression de ses préférences. Voilà. Ça, c'est difficile. Alors après, je ne sais plus, il y avait là, et là où j'avais repéré. Donc, on va faire un peu près. Bonsoir, j'ai envie de poser une question économique. Alors, récemment, on a vu en fait que la transition écologique, elle va nécessiter énormément d'investissements pour rénover les bâtiments, changer le mode finalement d'être au monde. Et même en mettant de côté la mauvaise volonté des fois qu'il peut y avoir chez les financiers, finalement, dans un monde où il n'y a pas de croissance, ou même éventuellement juste de décroissance, comment est-ce qu'on craque l'entrée? Puisque l'idée de la dette et du prêt, c'est justement de supposer que par définition, demain il y aura plus d'argent et des possibilités de remboursement pour le prêt des restants. Du coup, comment est-ce qu'on concilie les investissements qui sont nécessaires pour le climat et la logique de décroissance qui risque de s'imposer là-dessus? Alors, le premier élément de réponse, c'est que tout... Alors, il y a une... Dans le discours sur les actions qui sont à faire en matière de climat, d'abord, tout ne passe pas par des investissements. Tout ne se passe pas par des investissements. Il y a une publication qu'on a faite à Carbone 4, il y a maintenant 6 ou 8 mois, qui s'appelle Faire sa part, où on a chiffré le gain potentiel en émissions au niveau de l'empreinte carbone d'un individu, lié à un certain nombre d'éléments de comportement qui ne supposent aucun investissement. Alors le premier, beaucoup dans cette salle le connaissent, consiste à modifier son régime alimentaire. Si on modifie son régime alimentaire pour manger moins de viande, typiquement on va baisser son empreinte carbone sur l'alimentation, ça ne suppose aucun investissement. Enfin, si éventuellement vous achetez un cuiseur à vapeur pour les haricots verts, mais voilà, c'est un investissement quand même assez modeste. Si vous avez des comportements vertueux dans lesquels vous avez des désinvestissements, par exemple, si vous évitez d'acheter une voiture et que vous achetez un vélo électrique à la place, parce qu'il se trouve que votre voiture vous sert essentiellement pour aller faire les courses et au boulot et que tout ça est à 10 bornes de chez vous, et c'est pas un cas de figure fictif ce que je suis en train de dire, parce que c'est typiquement le genre de point de bascule qu'on est en train de voir en ce moment. Ça ne suppose aucun investissement supplémentaire, ça suppose un désinvestissement, au contraire. C'est-à-dire que vous aviez une bagnole qui vous coûte 5 000 € par an,
Et vous achetez un vélo qui vous en coûte 1000 à l'achat, et derrière, en termes d'entretien, ça ne va pas vous coûter grand-chose. Donc l'idée que tous les comportements qui sont vertueux sur le plan des émissions passent par des investissements, c'est faux. Bon. Après, vous avez un deuxième point à voir, c'est que tous les investissements qui sont à faire ne passent pas nécessairement par du crédit. Vous avez en particulier, ou plus exactement, ne passent pas nécessairement par un supplément de crédit, pour être précis. Vous avez actuellement en France, chaque année, 50 milliards d'euros de mémoire qui sont réalisés dans les travaux chez les logements des particuliers. Vous pouvez très bien obliger à ce que ces travaux soient prioritairement fléchés sur la décarbonation des bâtiments. Donc les gens feront moins d'extension de pavillons et de je sais pas quoi, et ils feront plus d'isolation des combles et de pompe à chaleur. Bon. C'est pas nécessairement quelque chose qui suppose de dépenser plus. Par contre, vous n'avez pas la même chose à l'arrivée. Mais ça nécessite, c'est une réorientation des investissements existants. Vous pouvez très bien décider que les collectivités locales qui ont dépensé une somme coquette en rond-point ces dernières années continuent à payer des gens du BTP, mais au lieu de leur demander de rajouter des routes, ce qu'on continue à faire aujourd'hui, il leur demande de rajouter des pistes cyclables. Enfin, vous voyez, donc, la notion même de ce que c'est qu'un investissement qui est pertinent pour le climat est quelque chose où la métrique aujourd'hui est extrêmement imparfaite. Parce qu'on n'arrête pas de penser que c'est des éoliennes qu'on va rajouter en plus, mais en fait c'est une vision extrêmement parcellaire et tronquée du problème. Le vrai sujet, c'est de rendre la totalité des flux d'investissement compatibles avec la baisse globale des émissions de gaz à effet de serre. Alors un chiffre que je rappelle, là quand même, pour ceux qui l'ont déjà entendu, il faut savoir que la compatibilité avec les 2 degrés de limitation de la hausse de la température planétaire, actuellement on est à 1, à peu près. On est à 1 et les incendies qui auront lieu sur 12 mois courants sur la planète, c'est la superficie de la France. Si vous rajoutez l'Australie, la Sibérie, ce qui est en train de se passer en Californie, pour ne parler que de ça, où le changement climatique a joué un rôle déterminant dans tous ces feux, vous obtenez la superficie de la France. Ça fait quand même un paquet de millions d'hectares, et nous ne sommes qu'à 1 degré. Donc pour se limiter à 2, il faut que les émissions planétaires baissent d'environ 4 à 5% en commençant demain. 4 à 5% de baisse, c'est ce qu'on va avoir en 2020 grâce au Covid. Donc retenez un truc très simple, c'est que l'accord de Paris, pour le respecter, c'est un Covid supplémentaire par an. C'est ça l'ordre de grandeur qu'il faut avoir en tête. Et comme on ne sait pas faire de l'efficacité énergétique et décarboner l'industrie à la bonne vitesse, rien qu'avec des améliorations technologiques, peut-être quelqu'un qui va me demander ce que je pense de l'avion à hydrogène, c'est un peu tout le monde. J'en pense que vos petits-enfants seront morts et que vous n'aurez toujours pas une aviation commerciale à l'hydrogène significative, voilà, la réponse. Ça veut dire en gros que effectivement on va devoir se palucher si on fait ça, une économie qui se contracte de 3% par an. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Hein. Donc respecter l'accord de Paris, c'est en gros une économie qui se contracte de 3% par an à l'échelle planétaire. Donner un ordre de grandeur. Donc c'est clair que dans ce contexte-là, contracter des emprunts supplémentaires, on se dit où sera l'argent pour rembourser, voilà, donc effectivement il n'y aura pas d'argent. Et c'est très clair qu'une partie du supplément d'endettement qu'on a créé depuis 2008, on a en gros doublé, entre ça et le Covid, on a doublé la dette aux acteurs non financiers a explosé, je crois qu'elle n'a pas même doublé. Donc effectivement, à un moment, il n'y aura pas d'argent pour rembourser tout ça. Alors il y a deux manières de ne pas rembourser l'argent, c'est le défaut et l'inflation. Alors une variante de l'inflation, c'est les taux négatifs. Pareil, une variante de l'inflation. Mais effectivement, donc si on demande à ce que les gens empruntent de l'argent pour payer des investissements qu'on va leur demander de faire, on peut leur demander d'emprunter. Ça, ils vont le faire. Et du reste, les banques vont leur prêter. La bonne question après, c'est de savoir quelle est la part qui sera remboursée. C'est ça la bonne question. Mais j'insiste sur le fait qu'une bonne partie des comportements et une bonne partie des actions ne supposent pas un supplément d'argent en circulation. Par contre, ça suppose qu'on réoriente l'affectation de l'argent. Et ça, aujourd'hui, la comptabilité de ce truc-là est très mal faite. Et quasiment 130% de dette du PIB de la France aujourd'hui, concrètement, qu'est-ce qu'on en fait demain? Vous avez parlé soit Ah bah, on est parti, on ne va pas la rembourser. C'est une pyramide de Ponzi. C'est une pyramide de Ponzi. Donc on la rembourse. En gros, ce qu'on a fait, c'est depuis que la dette a commencé à se creuser, après les chocs pétroliers, c'est qu'on a remboursé la dette, on a remboursé le principal et les intérêts, en s'endettant encore plus.
C'est exactement le principe d'une pyramide de Ponzi. Enfin, historiquement, on voit que les États qui ont tendance à ne pas rembourser leurs dettes, pour la stabilité de leur monnaie et leur crédibilité... Alors, si votre question c'est est-ce que d'ici à ce que je meurs, je vais vivre dans un monde stable, là je vous réponds tout de suite, non. Voilà. Le monde va devenir progressivement de plus en plus instable. Il faut se faire à cette idée. Hein. Donc ça veut dire que les plans de transition qui flottent sont des plans qui flottent dans un monde qui va devenir de plus en plus instable. Malheureusement, c'est une donnée du problème. Il ne faut pas s'imaginer que demain, la stabilité va revenir, etc. Je n'y crois pas une seconde, malheureusement. Les facteurs de déstabilisation ne font que s'amplifier. Hein. Donc le monde va être de plus en plus instable. Malheureusement. Il y avait une question au fond là-bas, d'abord. Non, il n'y avait plus une question. Il n'y a pas de question au fond là-bas. Non, c'était une... Il me semble que c'était une personne à l'avant-dernier rang, là, non? Non, bah, venez alors, c'est pas grave. Puis après, on passera à monsieur, là, qui a levé la main tout à l'heure. Moi, je voulais poser la question par rapport... aujourd'hui, on pense beaucoup en mode statique. On pense à Paris, on veut améliorer la vie à Paris. Bon, alors, effectivement, arrêter de manger des burgers, ça sert à quoi? En 33% des émissions de Paris, c'est l'avion. Alors qu'il y a d'autres gens qui pensent déjà en mobile, qui bougent. Et là, vous voyez, c'est les champenois qui sont passés en Angleterre depuis 10 ans et ils vont commencer à produire dans les 2 ans qui viennent. Est-ce qu'en termes de population, il ne faudrait pas aussi une pension à notre mobilité pour sortir des régions qui seront effectivement en difficulté, comme la France le sera a priori. Alors, et moi-même, j'étais pas mal avec le Covid dehors. J'ai vécu en Alsace, avec climat castillan. C'est déjà espagnol. Oui, alors, est-ce que les gens ne devraient pas bouger? C'est ça la question. Alors, c'est quand on lit Malthus, il explique les invasions barbares, enfin que nous on appelle les invasions barbares aujourd'hui, je pense que les Scandinaves ne se considéraient pas du tout comme des barbares, qui nous a accessoirement donné un roi de France, par le fait qu'il y avait un excès de population par rapport à la capacité à la nourrir sur place. On peut très bien imaginer effectivement qu'avec le changement climatique, il y a des zones qui deviennent désagréables et donc que les gens vont bouger pour aller se mettre ailleurs. Alors le problème c'est qu'on est déjà quand même beaucoup sur Terre, on est 8 milliards, et les ailleurs où il n'y a personne et des conditions sympathiques sont rares. Alors ou bien il y a actuellement des conditions déjà sympathiques et du monde, et en général ils ne sont pas très contents de pouvoir arriver en masse, ou bien il n'y a absolument personne et à ce moment il y a zéro infrastructure. Donc ça veut dire que les endroits où les gens arrivent, on est à poil, il n'y a pas une route, pas une école, pas la tour Eiffel, ce qui est quand même très désagréable, et pas la trésorerie périgénérale, ce qui est aussi très désagréable. Donc il n'y a rien, et en gros, sauf que peu de gens vont accepter d'aller émigrer quelque part et de se dire on va faire comme les Indiens avec 3 bouts de bois et un peu de tissu. Donc l'idée qu'on va déplacer des populations de manière significative pour résoudre le problème sans que ça ne tourne en conflit est évidemment une idée à laquelle je ne souscris pas. Mais par contre, on va avoir des migrations. Alors des migrations, on va les avoir. Il y a dans les avancées scientifiques récentes, moi il y en a 2 qui m'ont frappé. Il y en a une qui est sortie il n'y a pas très longtemps, disant que dans un réchauffement de 4 degrés, il y a entre 1,5 et 3 milliards d'individus qui vivraient dans des zones où ils vivent actuellement, qui deviendraient plus chaudes que le Sahara actuel. Donc on peut imaginer qu'ils ne vont pas y rester. Et en général, quand ça concerne des volumes aussi importants, ils ne vont pas très loin, ils vont emmerder leurs voisins. Et ça se fait de proche en proche. Donc ça veut dire que ces régions-là vont devenir progressivement de plus en plus adverses pour que les gens puissent se nourrir, et évidemment de plus en plus conflictuelles. C'est absolument évident. C'est ça que ça va donner en fait. C'est pas tellement que les champenois vont émigrer en Bretagne, c'est que ça va devenir de plus en plus conflictuel. Après, il y a un autre truc qu'il faut garder en tête, c'est que le réchauffement repoussant vers les pôles les zones qui sont éventuellement favorables, nous vivons sur une sphère, qui ne vous aura pas échappé, que la Terre est ronde. Et la géométrie vous dit que quand vous prenez une bande comprise entre 2 latitudes et que vous la remontez vers les pôles, vous diminuez la surface de la bande. D'accord? C'est de la géométrie de base. Hein. Et donc, si vous voulez faire tenir autant de monde sur une bande d'une plus petite surface,
avec donc moins de terres cultivables, vous vous dites qu'à un moment, ça risque de coincer un peu. Donc il est absolument évident pour moi que le problème ne se résoudra pas par des migrations de masse pacifiques. Ça se résoudra, ça va créer une pression migratoire, ça c'est absolument certain. Et mon sentiment, c'est que nous n'en avons vu que le début. Le dernier point, c'est qu'aujourd'hui, le pétrole, c'est-à-dire le commerce international, d'une part, et la capacité à avoir une agriculture très productive dans certaines zones, d'autre part, permet de rééquilibrer la disponibilité alimentaire mondiale. C'est-à-dire que là où ça ne pousse pas, vous pouvez faire venir de quoi manger quand même, grâce au pétrole, des moyens de transport, et grâce au pétrole et au gaz, des engrais et des tracteurs, parce que c'est très productif ailleurs. Et le jour où vous n'avez plus cette marge de manœuvre pour avoir une agriculture aussi productive, les capacités d'exportation d'un certain nombre de pays vont s'affaiblir, et donc les capacités à se nourrir d'un certain nombre de pays qui dépendent au premier ordre des importations, dont les pays, j'ai envie de dire, proches de la bande tropicale, avec une démographie en croissance rapide, c'est évident que dans ces endroits-là, c'est des poudriers en puissance. Donc la raison pour laquelle il y avait 3 Bédouins et aujourd'hui quelques dizaines de millions de gens dans la péninsule arabique, c'est grâce à ça. C'est parce qu'on a fait venir de la nourriture qui ne pousse pas sur place. Donc la question de la disponibilité alimentaire, à un moment ou à un autre, ça va finir quand même par rendre toutes ces histoires de mouvement de population un peu désagréables. J'ai bien fait. Vous avez une question là. Bonsoir. Je voulais savoir où en était le Shift Project par rapport aux politiques français et quelles sont les démarches en cours. Alors là-dessus, on a largement communiqué, donc peut-être que je vais botter en touche. On est en cours, non, parce que en gros, on est en train avec notre plan de transformation de l'économie française, en gros, de faire l'embryon de notre programme présidentiel idéal. C'est un peu ça qu'on fait. Au début, on voulait faire quelque chose qui était une réponse rapide du berger à la bergère au moment du plan de relance. En fait, on s'est rendu compte qu'on serait totalement hors des clous en termes de délai si on voulait faire un boulot sérieux. Et donc, on a décidé de transformer ça en un boulot sérieux mais au long cours. Et donc, il va sortir dans pas longtemps et le printemps 2022, enfin et janvier 2022. Donc, on va cadencer sur tout ce truc-là. Et on espère infuser le débat en lançant un certain nombre de ballons d'essai et en espérant qu'ils participeront de la discussion. Voilà où on en est en gros vis-à-vis du monde politique français. Après, je crois qu'il y avait une question là, je ne sais plus dans quel ordre elles sont arrivées. Là-bas d'abord. Là-bas d'abord. Merci pour votre intervention. J'ai une question qui est un peu large. Plus fort, plus près du fort. D'accord. J'ai une question sur du moyen d'action. Dans l'optique où on regardait un minimum de démocratie et de paix sociale à un horizon de 50 ans, comment on assure les besoins de base de l'occidental moyen dans un monde en contraction? Je ne sais pas. Je veux dire par là, on est en train d'essayer d'y travailler. Aujourd'hui, il y a alors je vais vous répondre en termes de moyens mis dans cette question, plus qu'en termes de réponse à la question. D'abord, il faut savoir combien il y aura d'occidentaux. Ensuite, il faudra savoir ce qu'on appelle les moyens de base. Est-ce que c'est l'alimentation qui vous coûte 10% de ce que vous gagnez, ou est-ce que si vous arrivez à manger, même avec l'alimentation qui vous coûte les 2/3 de ce que vous gagnez, comme c'était le cas il y a 2 siècles, vous êtes quand même content. Donc ça renvoie à la question qui a été posée tout à l'heure. Il y a 2 siècles, c'était ça. Il y a 2 siècles, l'alimentation vous coûtait les 2/3 de ce que vous gagnez. Donc, en mangeant 5 fois moins de viande par personne qu'aujourd'hui. Donc la question, c'est qu'il faut y réfléchir, par contre, ça c'est sûr. Aujourd'hui, il y a une réflexion organisée sur ce genre de questions qui est extrêmement faible, sinon inexistante. C'est inaudible pour une large partie du monde de la recherche de se situer dans un univers contraint à ce point-là. Donc la seule bonne réponse que je puisse vous faire, c'est en y réfléchissant. Alors, qui doit y réfléchir? Doivent y réfléchir les gens qui sont dans le monde de la recherche technique. Par exemple, les agronomes devraient consacrer une partie des forces vives de l'INRA
à se demander comment est-ce qu'on fait pour continuer à produire de la nourriture dans un monde dans lequel le climat a été modifié et les moyens énergétiques disponibles sont moins importants. Bon. Il faut commencer par faire ce travail pour avoir une idée de ce que peut être l'offre. Vous avez une recherche à faire du côté économique, parce que les modes de régulation qui permettent de faire émerger les pratiques agricoles vertueuses pour faire face à ce problème sont éventuellement différentes de celles que vous avez aujourd'hui. Alors je vais vous donner un exemple. Si aujourd'hui vous voulez faire émerger des pratiques agricoles qui sont pertinentes pour intégrer la contrainte environnementale, en général, elles vont économiquement vous coûter plus cher que les pratiques actuelles. Donc vous ne pouvez pas les faire émerger si vous ne protégez pas les acteurs en question de la concurrence internationale. Juste, vous ne pouvez pas le faire. Donc ça veut dire que vous avez besoin de modifier l'organisation des systèmes de distribution et de commercialisation d'un point de vue strictement réglementaire. Aussi, parce que sinon, à aucun moment, vous pourrez faire émerger ce qui vous intéressera 20 ans plus tard. Voilà, donc vous avez une réflexion à entamer chez les élus locaux, parce qu'ils ont beaucoup de mal à se projeter dans un avenir de moyen et de long terme, etc. Donc en fait c'est une question qui appartient quelque part à beaucoup de gens, qui doivent se donner un cahier des charges qui est compatible avec ce qu'on sait de l'évolution du climat et de l'évolution de la disponibilité énergétique et l'évolution de la fertilité des sols, enfin tous ces trucs-là, et qui derrière doivent regarder comment est-ce qu'on arrive à optimiser au mieux tout ça, et qu'est-ce qu'on est capable de faire à ce moment-là. Bon. Cela étant, si la réponse c'est dans 50 ans, sachant que nous sommes à peu près 450 millions d'Européens, l'Europe, avec beaucoup moins de pétrole et un climat modifié, est capable de nourrir 200 millions de personnes, qu'est-ce que vous faites? Voilà, donc il n'y a pas nécessairement il n'y a pas une réponse simple à cette question-là. Par contre, il y a une direction dans laquelle partir pour comprendre comment avancer, ça c'est sûr. Aujourd'hui, à mon grand regret, cette direction est très peu empruntée, parce que vous avez encore énormément de gens qui ne voient pas la déstabilisation à venir du monde. Alors, on commence à la voir un peu dans le monde agricole, parce qu'à force de se prendre des sécheresses à répétition, et que dans le monde forestier, on commence à voir les arbres crever, bon, là, il commence à se réveiller. Mais c'est trop tard, enfin c'est trop tard. C'est pas trop tard pour faire quelque chose. Ça aurait été bien qu'il se réveille avant. Mais il n'y a pas tellement d'autres choses à faire que ce que je viens de vous évoquer. Je crois qu'après, il y a une question là. Bonsoir, je fais mon mémoire de fin d'année sur ce sujet, donc j'en profite pour vous poser la question. Pour vous, à quoi ressemblerait un Internet compatible avec les accords de Paris, donc un Internet moins énergivore? Et est-ce que vous pensez qu'Internet pourrait disparaître un jour à cause des limites planétaires? Ah, la réponse à la deuxième question est très facile. La réponse est oui, n'importe quand, entre maintenant et dans 4,5 milliards d'années. Voilà. C'est sûr que ça disparaîtra un jour. Je ne vais pas vous dire quand, mais c'est sûr que ça disparaîtra un jour. La réponse à la première question, pour moi, elle doit s'apprécier en termes de dynamique et pas en termes d'objectif final. C'est-à-dire, je ne sais pas vous dire à quoi ressemble Internet dans 50 ans si on a correctement décarboné l'économie. J'en ai foutrement aucune idée. Par contre, je sais vous dire dans quelle direction il faut partir demain matin. Si on veut être compatible avec la direction à prendre, je répète, c'est moins 5% par an pour les émissions planétaires. Donc, d'une manière générale, résoudre le problème du changement climatique suppose toujours de renverser la hiérarchie des critères qu'on entend respecter. Aujourd'hui, la hiérarchie des critères, c'est d'abord je m'occupe de l'économie, puis ensuite, s'il reste de la place, je verrai ce que je peux faire sur l'environnement. D'abord, je m'occupe du social, puis ensuite, s'il reste de la place, je m'occuperai de l'environnement. D'abord, je m'occupe du commerce international, puis ensuite, s'il reste de la place, je m'occuperai de l'environnement. Et d'abord, je m'occupe d'augmenter les débits, puis ensuite, s'il reste de la place, voilà. Donc c'est clair que si on veut que Internet soit compatible à l'accord de Paris dans une logique un peu communiste, c'est-à-dire moins 5% comme tout le monde, à ce moment, votre critère, c'est qu'est-ce que je peux garder si je fais moins 5% tous les ans? C'est ça la bonne question. Alors ce qui est sûr, c'est que la direction dans laquelle ça nous oblige à partir à raisonnablement court terme, c'est des appareils que vous allez garder plus longtemps. Donc un progrès technique qui pénètre moins vite, c'est important à avoir en tête. Des appareils qui baissent en performance ou en taille. Parce qu'en gros, ce qui coûte dans un truc comme ça, c'est de fabriquer l'écran et de fabriquer l'électronique, le microprocesseur, les mémoires, le processeur graphique, etc. Donc ça veut dire des trucs qui ont des performances un peu dégradées, mais enfin moi, pour faire de l'Excel, je m'en fous, la résolution 25K. Ça veut dire des débits qui n'augmentent plus
voire qui baisse pour tout ce qui est communication de données. Voilà en gros, et surtout ça veut dire qu'on n'en rajoute pas. Donc ça veut dire qu'on ne va pas rendre votre masque communicant, vos pantoufles communicantes, votre pot de chambre communicant. Enfin, aujourd'hui on en rajoute encore et toujours. Tous ces trucs-là évidemment auront une réalité matérielle et vont clairement en rajouter à l'emprunt. Alors, je ne sais pas si je dois vous dire, je vous rassure ou au contraire je vous inquiète, c'est absolument pas la direction dans laquelle on part aujourd'hui. Hein. On est toujours dans, d'abord c'est très important que les gens puissent avoir la 5G, puis ensuite on réfléchira à savoir si c'était une bonne idée. Mais si on voulait être sérieux sur cette question, comme je vous le dis, on raisonnerait dans l'autre sens. Donc en fait, on demanderait aux ingénieurs de faire un boulot très classique d'optimisation sous contrainte. On leur dirait là, il y a une contrainte indépassable, c'est moins 5% par an. Trouvez-moi ce que vous pouvez me trouver de mieux dans le cadre de cette contrainte. Mais c'est pas ça qu'on fait aujourd'hui. Ça veut dire aussi que sur les formes contractuelles, pour finir ça, vous n'aurez plus de débit illimité. Vous n'aurez plus ça. Et vous n'aurez plus... en gros, idéalement, il faut que pour les opérateurs de télécom, les terminaux deviennent une charge et pas une source de profit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est une source de profit parce qu'à chaque fois qu'on vous vend un nouveau modèle de téléphone, l'opérateur, il marge dans l'opération où il vous fait payer de toute façon le téléphone, vous le payez dans l'abonnement, hein, pas gratuit, et il marge au moment où il vous vend le téléphone. Donc pour lui, le téléphone est un centre de profit. Et ce qu'il faut, c'est arriver à passer à une forme contractuelle où pour lui, c'est une charge. Ce qu'il vous vend, c'est le service. Et tout ce qui contribue à l'élaboration du service, ça lui coûte de l'argent. Le débit illimité, ils sont assez pour les opérateurs aujourd'hui, enfin les données limitées, arrêtez ça, parce que justement, comme c'est illimité, ils doivent investir en permanence pour augmenter les performances du réseau alors qu'ils ne gagnent pas plus d'argent. Donc voilà. Ça, c'est typiquement un truc où, quand on en discute, on va y discuter. Ça s'arrête là. On s'arrête là. Merci Jean-Marc.